Alors, bonjour Julie, sois la bienvenue dans cette interview. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation et je te fais juste un petit rappel du concept de cette interview. Donc, je vais séquencer ta vie, ton parcours de vie en différentes périodes, en faisant l'enfance, l'adolescence, la vie de jeune adulte, quand tu rentres dans la vie active, on va dire, et puis la vie d'adulte où on est en ce moment. Et je te poserai en général les mêmes questions. Ça veut dire qu'est-ce qui a été le plus difficile à cette période-là pour toi? Quelles ont été tes ressources intérieures, extérieures? Est-ce que tu as fait des choses particulières pour traverser ces difficultés? Et s'il y a une émotion qui domine dans cette époque-là? Et puis après, on terminera sur un petit lot de questions que je laisse en, en suspense pour la fin. Est-ce que ça te va? Est-ce que c'est clair? C'est clair. Bon, Merci parfait. Gladys. Donc, ça y est, t'es prête? On est parti? Je suis prête. Donc, on démarre avec l'enfance, que je fais aller jusqu'à, alors bien sûr, de 0 à, alors 12 ou 14 ans, en fait, ça dépend de toi, ça dépend du moment où tu as senti que tu as basculé dans l'adolescence. Donc, c'est pas toujours le Mhm. même âge selon les personnes et selon les événements. Du coup, si on se focalise sur cette période-là, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à cette époque-là? Alors à cette époque-là, j'ai le sentiment euh, de m'être beaucoup questionnée en fait sur le sens de la vie. J'avais de fortes angoisses quand j'étais enfant, notamment la peur que mes parents meurent. J'étais extrêmement angoissée par ça, donc à cette époque-là, il n'y avait évidemment pas de téléphone portable comme on le sait. Et donc, quand il partait de la maison, j'étais toujours le cœur en suspens, avec mon mental qui se jouait des scénarios catastrophes. Et c'était très compliqué à vivre à la fois pour eux et pour moi. Et ça faisait partie d'une série d'angoisses que j'avais également par rapport à la peur d'arriver en retard. J'étais très angoissée par ça. J'ai eu une montre assez tôt. Et déjà, à l'âge de 7 ans, c'est moi qui programmais mon réveil le matin, qui me levais, qui organisait toute ma routine pour arriver le plus tôt possible à l'école, qui était à 50 mètres à pied de chez moi. Donc, j'étais vraiment dans un besoin de sécurité très fort, quoi. Et évidemment, ça me plongeait dans des états, comme on peut l'imaginer, hein, de pleurs, de grande tristesse, parce que je ne comprenais pas non plus pourquoi je vivais Mm. cette réalité de façon si difficile, quoi. Alors mes parents d'ailleurs ont tenté de m'emmener à l'époque chez une psy. C'était pas très courant, hein, il y a 35 ans. Bon, ça n'a pas dû être très probant parce que j'y suis allée une fois et puis je n'y suis jamais retournée. Parce que effectivement aussi en grandissant, ces symptômes, hein, entre guillemets, forcément se sont un petit peu étiolés. Mais j'ai toujours eu l'impression que cette étreinte en fait que je ressentais au niveau du cœur, elle n'était pas juste quoi. Que la vie ça pouvait pas être ça. Ça pouvait pas être une succession de moments joyeux quand on arrivait à se connecter au présent, à être dans le présent comme en tant qu'enfant, et de moments de pure dépression quoi. Euh, et je me disais que, voilà, il y avait au fond de moi une petite voix qui devait me dire que c'était un passage, qu'il fallait le vivre, quoi. Mm. Alors effectivement, l'émotion qui prévalait à cette époque-là, c'était la tristesse, quoi. Mm. Ouais, c'était la tristesse. J'éprouvais pas de colère. Je me suis jamais sentie ouais, débordée de colère pour ce que je vivais. Plutôt résignée en fait, d'une Mm. certaine façon, tout en sachant au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus fort hein, qui demandait non pas à survivre, mais vraiment à vivre, quoi, Mm. puis à sortir, quoi.
Et toi, du coup, tu as dit que tes parents t'avaient proposé une séance de psy peu concluante, du coup. Mais est-ce que toi, tu te rappelles de ressources qui t'ont aidé dans tes angoisses? Tu as dit le réveil et tout ça, mais est-ce que tu as des personnes, des animaux, ou est-ce que tu as fait des choses qui t'ont aidé à traverser tes angoisses et ta tristesse dans ces époques-là? Ben, dans cette époque-là, j'ai compris assez rapidement que j'avais la capacité d'aller rencontrer mes peurs et en les rencontrant, de repousser toujours un peu plus justement cette impression d'étreinte, hein, ce qu'on appellerait la zone de confort aujourd'hui, mais qui vraiment, j'avais le sentiment de ça. Alors, j'ai vite compris qu'en faisant des expériences qui me permettaient de me plonger dans des situations qui me faisaient peur, je pouvais alléger un petit peu ce que je vivais. Mm, Et c'est aussi à ces époques-là que je faisais des activités comme notamment l'équitation, où j'étais terrorisée à chaque fois qu'il fallait que je monte à cheval. Mais il y avait quelque chose en moi qui me poussait à y aller. mm, Parce que bah, cette rencontre avec l'animal, qui à l'époque au moins 3 fois plus grand que moi, le fait de devoir s'occuper d'un animal comme ça, de le préparer, avant même de monter sur son dos, et puis ensuite voilà d'être soumise en fait, donc dans un sentiment de contrôle, mais en fait qui n'est pas si évident que ça, hein, parce que voilà, ça reste quand même un animal. Donc voilà, je sais que pour moi, ça c'était une ressource. J'allais toutes les semaines faire du cheval. J'ai commencé à 9 ans. Et je sais que toutes les semaines, jusqu'à ce que j'arrête d'en faire de façon régulière dans un club à l'âge de quoi, 17 ans, j'avais la boule au ventre, par mm, exemple. Mais je sentais que ça me faisait énormément, entre guillemets, de bien, hein, dans le sens où j'allais vraiment dépasser des choses. Et en fait, ça a forgé ensuite ma façon de fonctionner pendant des années, qui était j'ai peur donc j'y vais. mm, Ça a été vraiment. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, hein, ce que je pourrais appeler une forme de sagesse, c'est-à-dire voilà, quelque chose que j'ai dû acquérir déjà en me disant, voilà, si je fais ça, et si je me mets dans des situations aussi, je pense que c'était ça quand j'étais enfant, c'est-à-dire de me mettre dans des situations de telle dépression que j'avais le sentiment de ne pas pouvoir aller plus bas. mm, Et du coup, eh ben, petit à petit, ça me permettait justement de ne plus descendre aussi bas, de ne plus avoir besoin de descendre aussi bas. Ouais, et donc, c'est allé très loin parce que quand j'étais dans ces états d'angoisse comme ça, par exemple, ma mère avait beaucoup de mal à gérer la situation. Et elle-même se mettait dans des colères pas possibles, mm, parce que ça lui faisait rencontrer aussi des choses qu'elle supportait pas, quoi. Donc, je sais que ça crée une ambiance aussi dans la maison qui était particulière. A posteriori, je sais que c'était pas pour rien parce que on est tous aussi dans des contrats d'incarnation, surtout au sein des familles, et que quand il y a quelqu'un comme ça qui vient secouer, hein, euh, les petites choses établies, en fait, hein, l'ordre établi par quel que soit son comportement, en fait, il vient toujours dire quelque chose, mm, hein, aux gens qui l'accompagnent, qui sont là. Donc voilà. Après, en termes comme ça, plus, je dirais, concrètement de petites techniques ou de choses comme ça, je pense pas avoir mm, particulièrement utilisé quelque chose pour me sortir de ce marasme. Alors, j'ai toujours été quelqu'un quand même de relativement sociable. Et je pense aussi qu'à cette époque-là, j'ai développé ça très fortement parce que bah, j'avais aussi besoin, je pense, de fuir la mm, sensation. Et même si je passais de longues heures à pleurer dans ma chambre, il y a toujours un moment où je sentais il était temps de sortir, d'aller voir du monde, de penser à autre chose, de me remettre dans le présent. Et ça passait beaucoup par la relation. Donc moi, j'étais quelqu'un qui passait pas beaucoup de temps chez moi en fait. mm, J'aimais beaucoup aller chez les copines, être dehors. J'ai eu un vélo assez tôt. Voilà, donc pour moi, ça passait aussi surtout par ça en fait, hein. mm. C'est-à-dire essayer de pas être seule avec moi-même, quoi. Ok. Du coup, bah, l'émotion, tu nous l'as dit, c'est la tristesse et l'angoisse qui dominaient quand tu repenses à cette époque. Du coup, je te propose de passer à l'adolescence.
que Mhm. tu fais démarrer. Donc, comme je disais, ça dépend pour toi, 12, 14, peut-être plus tard, j'en sais rien, ou plus tôt. Je le fais aller jusqu'à 21 en gros, parce que par rapport au fait du jeune adulte. Mais c'est pareil, ça dépend à quel moment tu estimes que tu es entré dans la dynamique du jeune adulte qui veut faire sa place, on va dire. Donc, dans cette période de l'adolescence, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors moi, aux alentours de 12 ans, avant en fait d'atteindre la vraie puberté, j'ai eu une phase où j'ai grossi beaucoup parce que c'est vrai que je reportais beaucoup je pense, hein, mes besoins de sécurité sur la nourriture et surtout tout ce qui était sucre. Mm, Donc j'ai eu une phase où voilà véritablement j'ai grossi, j'ai eu besoin de porter des lunettes. Donc à l'époque j'étais pas très à l'aise dans mon corps. Physiquement j'ai eu bah voilà toute une phase où je ne m'aimais pas du tout. Ceci dit, je l'associe pas forcément avec des moqueries venant de l'extérieur. Je pense que c'était vraiment beaucoup un auto-jugement qui pouvait être de temps en temps accentué par quelques petites réflexions, mais j'ai pas le sentiment que c'était pesant d'avoir, voilà, enfin, j'ai pas reçu beaucoup de moqueries à ce niveau-là. Cette période-là, elle a duré jusqu'à mes 14 ans à peu près où en fait, moi, je suis passée de la larve au papillon physiquement, en mm, fait. C'est-à-dire que véritablement, à 14 ans, j'ai tout de suite perdu tous ces kilos en trop sans rien faire. Il y a quelque chose en moi qui s'est ouvert, en fait. Et dans cette ouverture, j'ai ressenti vraiment une ouverture à la joie. mm, Et, pour moi, mon adolescence, elle se terminerait plutôt quand, au milieu du lycée. Parce qu'à partir de la deuxième partie du lycée, de la première, pour moi, je suis vraiment rentrée dans l'âge du jeune adulte. C'était vraiment le jour et la nuit. Toute cette partie adolescence que j'associe à la vie du collège, pour moi, elle a été aussi difficile. Du fait que je me sentais pas bien dans mon corps, du fait que j'avais une grande peur de l'autorité. Donc pour moi, l'école, c'était vraiment synonyme d'une autorité abusive que j'ai ressenti, pas chez tous les profs, hein, mais chez un certain nombre d'enseignants ou dans le corps éducatif, et qui faisait que moi, pour moi, aller au collège, c'était vraiment la boule au ventre tout le temps. En fait, franchement, quand j'y repense de toute cette époque-là jusqu'à mes 14 ans, c'était la boule au ventre tout le temps, quoi. mm, Donc bon, ça changeait je dirais enfin, c'est ce qui motivait ça était différent, mais en réalité, elle était toujours là, quoi. Donc là, c'était l'école, effectivement. Alors après, dans mes relations, à cette époque-là, j'avais des amitiés très fortes, donc qui pour moi était le plus important en fait dans ma vie, et c'est ce qui vraiment faisait que ce qui me motivait à y aller, quoi. ouais, C'était pour retrouver ces amitiés très fortes. Pas tant que pour l'intérêt d'aller au collège mm, ou l'envie d'apprendre, quoi. C'était pas du tout ouais. ça. Donc, on peut dire que tes amis, ces amitiés, c'était tes ressources. Oui, c'était mes ressources. Et t'en as eu d'autres? T'as dit, pas, t'as parlé du cheval, c'est aussi à cette époque-là. Et mais est-ce Ouais, que t'avais... le cheval, alors je faisais de la musique aussi, j'avais commencé la musique. Oui, c'était mes ressources. Et puis, il y a quand même alors mes ressources pour vivre, je dirais, le quotidien et donner un sens au quotidien. Mais j'ai aussi le souvenir qu'à cette époque-là, j'ai aussi beaucoup fui la sensation, encore plus qu'en étant enfant. Et là, c'était pas tant dans les amusements avec les autres et tout ça que dans la télé, quoi. Mm, Moi, j'ai passé énormément d'heures devant la télévision. Voilà, ce qui fait que je comprends aujourd'hui hein, cette génération d'enfants et d'ados qui sont le nez dans leur téléphone et dans leurs écrans, parce que c'est une telle façon de pas sentir, c'est tellement facile, quoi. mm, Donc moi, je sais que je passais tout le temps que j'avais de libre à la maison, où j'étais pas sur une activité ou équitation ou musique, voilà, je la passais à cette époque plutôt à regarder la télé, beaucoup moins à sortir avec mes amis comme j'avais pu le faire à une époque. C'était l'époque du téléphone aussi. Alors j'avais pas de téléphone portable, mais je sais que on passait beaucoup de temps au téléphone mm, avec mes copines. On n'avait pas forcément besoin de se voir en dehors du collège.
Donc voilà, pour moi, ça se résume beaucoup à ça aussi, cette époque-là. Et donc, si tu penses à une émotion qui dominait cette époque, ce serait quoi? Ben, je sens que ça commençait à changer en moi, c'est-à-dire que il y avait toujours un fond de tristesse, Mm, parce qu'il y avait toujours cette incompréhension de qu'est-ce que c'est que cette vie qu'on me propose de vivre là, en fait. mm, D'aller au collège tous les jours, d'être dans des conflits permanents avec les autres élèves, avec les profs, d'être toujours dans cette tension entre générations, entre les adultes, les jeunes. Tout ça, ça m'interrogeait. Je veux dire, pour moi, ça pouvait pas ressortir de ça autre chose qu'une profonde tristesse, quoi. Mais je sentais aussi que bah, j'arrivais à un âge où j'allais pouvoir, moi, probablement sortir de ça si véritablement il y avait autre chose derrière. mm, Et je savais, je pense intrinsèquement que oui. Donc, je commençais à sentir poindre un peu cette joie. mm, Euh, voilà, en grandissant, puis en rencontrant des gens qui venaient d'autres horizons, puis qui avaient d'autres histoires, et puis qui avaient d'autres façons d'aborder la vie aussi. Voilà, parce que ben, quand on est ado, évidemment, il y a le docile, il y a le dominé, le rebelle, il y a toutes sortes de personnalités qui font on voit qu'il n'y a pas une façon de fonctionner, quoi. mm, Et, et même si ça se fait dans des conditions qui sont pas celles de la joie et qui sont voilà plutôt celles de la survie, ben finalement ça permet une certaine ouverture quand même quoi. mm. Ok. Alors, on peut passer à la vie de jeune adulte que tu fais démarrer, toi, du coup, vers 16 ans, Oui. 16-17, et du coup, que tu fais aller jusqu'où tu veux, c'est-à-dire quand tu estimes qu'après, tu es passé dans l'âge adulte. Donc, moi, j'ai mis 30 ans, mais ça peut être avant aussi, hein, des fois, c'est vers 27-28 qu'il y a des tournants. Ça peut être éventuellement après. Mais voilà, donc, cette vie de jeune adulte, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus difficile à vivre? Alors pour moi la vie de jeune adulte ça a vraiment été comme je te dis le passage de la larve au papillon quoi. J'ai eu l'impression de déployer mes ailes et de découvrir en fait véritablement que j'étais pas cette personne Mm, triste que j'avais toujours été à mes propres yeux, mm, triste et sérieuse. Et en fait, alors c'est vrai que l'arrivée au lycée, pour moi, ça a été, ça a contribué à cette ouverture parce que j'ai changé de lieu, j'ai quitté ma ville natale, enfin natale, où j'ai passé le plus gros de mon enfance. J'ai quitté ma famille, entre guillemets, même si je continue à rentrer le soir, mais voilà, je déployais un petit peu ça, j'allais un peu au-delà de mon horizon que j'avais jusque-là. Cette vie, elle a commencé de jeune adulte, elle a commencé par aussi un séjour que j'ai fait à l'étranger, à l'époque quand j'avais entre 15 et 16 ans. Donc je suis partie 3 mois au Canada anglophone. mm. Et pendant ces 3 mois, j'ai passé, je pense, 1 mois et demi à pleurer parce que bah, ma famille me manquait. Et pour moi, ça a été une sorte de passage initiatique en fait, parce que j'étais convaincue que je n'aimais pas ma famille. Parce que ce que je vivais en fait au quotidien quand j'étais ado, c'était du conflit permanent avec mon frère. Mes parents étaient en conflit permanent l'un avec l'autre. Donc l'ambiance familiale pour moi était vraiment la pire des ambiances familiales qu'on pouvait avoir, parce qu'évidemment je ne connaissais que ça aussi. Mais ce qui faisait que j'avais vraiment ce sentiment que j'étais dans une famille, voilà, c'était pas pour moi, quoi. Et puis quand je suis partie 3 mois, bah là, je me suis rendu compte, donc encore une fois, à l'époque, il y avait pas de téléphone portable, ça coûtait cher de s'appeler. Et puis j'avais pris cette décision, moi-même, hein, sans que personne ne me la demande, de ne pas téléphoner pendant 3 mois. Et donc de ne faire qu'avec le fax à l'époque, d'envoyer un fax par semaine. Et je m'étais imposée, moi je suis très très forte, j'étais très très forte pour m'imposer des choses, hein. Comme si je sentais que c'était des épreuves qui allaient forcément me rendre plus forte. Et donc cette épreuve-là, effectivement, elle a été
difficile, hein, elle a été douloureuse. Et là, je me suis aperçue que bah, déjà, j'ai atterri dans une famille à l'étranger qui n'avait pas moins de dysfonctionnement que la mienne, voire peut-être plus. C'était beaucoup plus compliqué, c'était une famille recomposée. Il y avait beaucoup d'animosité entre ma correspondante qui avait le même âge que moi et son beau-père. Elle avait aussi beaucoup un grand besoin de sécurité, mais du fait elle avait été abandonnée par son père dans sa jeunesse. Donc je me suis retrouvée en fait dans des circonstances où j'ai eu une énorme prise de conscience en fait. Euh, et cette famille qui au départ me semblait complètement dysfonctionnelle et qui faisait que voilà, j'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi, et ben j'ai appris à l'aimer. J'ai vraiment appris à les aimer tous, quoi. Et, euh, et c'était beau parce que jour après jour, je sentais vraiment cette peine qui se dégageait petit à petit de moi. Alors, ça a mis du temps. Sur les 3 mois, je dirais que j'ai bien passé ouais, 1 mois et demi, voire 2 à être pas bien. Mais le dernier mois était assez Mm, fantastique. Parce que j'ai compris que en fait la ressource elle était en moi quoi. Il n'y avait rien qui avait changé dans le décor et que c'était juste ma façon de poser mon regard sur ce que je vivais, sur ces gens qui m'entouraient, qui faisait que ça avait rendu l'expérience incroyablement belle quoi. mm, Et donc, quand je suis rentrée de cette expérience au début de la première, je me suis retrouvée, je suis retournée dans le lycée où j'étais avant de partir. Et puis a commencé pour moi une phase vraiment, vraiment d'expansion, quoi. De grand amour où j'étais vraiment, j'avais l'impression d'aimer tout le monde, quoi. Et ça a été pour moi ce qui a posé les bases véritablement de ma vie d'adulte, quoi. mm, Et c'était beau de voir que j'étais pas cette, comme je le dis, que j'étais pas cette personne triste, en fait, qu'il y mm, avait vraiment quelque chose derrière ce masque, quoi. Voilà. Et les ressources à cette époque-là, c'était intérieur, je pense. Après, j'avais énormément de relations sociales, encore une fois. J'étais quelqu'un qui était à l'aise avec tout le monde, en fait. Et donc, je me suis aussi rendu compte à cette époque-là que je pouvais être tout à fait à l'aise dans un milieu d'adultes, plus, on va dire, avec les professeurs ou avec des adultes qu'avec des gens de mon âge. mm. Voilà. Ok. Et du coup, l'émotion qui dominerait ou plusieurs, ce serait la joie, comme tu disais. Enfin, Ouais, puis le shift aussi, quoi. Cette révélation quelque part. ouais, cette révélation, ouais. Mais Mm. c'était la joie, vraiment essentiellement la joie. Oh, Ouais. super. Alors du coup, ben, on va passer à la vie d'adulte. Euh, Oui. Alors, j'ai pas terminé sur ma Ah, vie de jeune adulte parce oui. qu'effectivement, ça se résume vraiment au lycée. Je dirais que ma vie de jeune adulte, cette joie-là, elle m'a... Et cette simplicité, en fait, j'avais l'impression que tout était facile, tout était Mm, simple, qu'il suffisait d'aimer, quoi. Et ça a duré jusqu'à plus ou moins mes 22 23 ans. Euh, Puisque c'est dans cette foulée-là aussi que j'ai rencontré mon compagnon à l'époque avec qui j'ai passé 11 ans et avec qui j'ai voyagé. mm, Donc dans la lignée de cette période plus étudiante, hein. Après, voilà, je suis partie en voyage 2 ans et je dirais que cette expérience-là, elle a clos ma vie de jeune adulte. mm, On dira, ça a été sur la fin parce que j'étais aussi beaucoup dans cette joie hein, du voyage, même si il y avait des choses pendant cette expérience qui ont pu faire naître de la tristesse, de l'incompréhension, voire de la colère. Mais j'ai recontacté à cette époque-là des émotions que j'avais presque oubliées, et notamment la colère. Ça, je m'en rends compte euh, au contact de d'autres vies, quoi, d'autres décors, de voir comment pouvaient être traités voilà, des gens dans d'autres mm, pays, comment ils pouvaient vivre, tout ça. Euh, et donc,
il y a une forme évidemment de sérieux qui est revenu en moi. J'ai Mm, senti ça, que c'était revenu. Et que ben il est resté ce sérieux jusqu'à. Enfin, je veux dire, après, ça a pu aussi un petit peu m'envahir à certains moments. Et puis, ça m'a accompagnée dans ma vie d'adulte. Enfin, dans le début de ma vie d'adulte, quoi. mm. Oui. Donc, t'as vraiment des gros repères sur des tournants, en fait, qui t'ont Ouais, ta vie. ouais, je pense que j'ai des assez ouais, comme ça, oui, mais ça me vient, je veux dire, j'y avais pas forcément Oui, oui. réfléchi avant, mais ça me vient de façon assez naturelle, ouais, ces repères-là. Mm, ok. Et du coup, on passe à la vie d'adulte ou tu veux Oui. rajouter? Non, c'est ok. Donc, bah, la vie d'adulte, tu l'as fait démarrer quand tu veux. Pareil, à partir de ce tournant. Et puis, bah, jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une beaucoup plus longue période à retracer. Et du coup, dans cette période-là, d'adulte jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi? Alors, moi, je vais faire donc démarrer ma vie d'adulte, je pense à mon retour de voyage, donc quand j'avais 5 ans, on va dire. Oui, c'est ça. Et ça a été l'époque où, ben, il faut dire aussi que, bon, voilà, mon compagnon à l'époque avait presque 10 ans de plus que moi, et j'ai été beaucoup amenée à fréquenter, du coup, des milieux beaucoup plus adultes, beaucoup plus âgés que moi, Mm, en fait. Euh, et j'ai été très vite en fait amenée à me dégager de cette vie de jeune adulte, de l'insouciance qui pouvait la caractériser pendant un mm, moment et tout ça. Cette insouciance-là, je l'ai connue très peu de temps en fait. Mais c'était un choix personnel aussi et je pense d'aller vers un milieu en fait qui à l'époque je sentais me nourrissait en fait, me nourrissait plus parce que toujours dans ma quête de compréhension de la vie, d'un sens à donner à ce que je faisais, bah forcément j'allais puiser chez des personnes qui avaient plus d'expérience, beaucoup de ressources, notamment chez des voyageurs, mm, puisque c'était aussi le milieu qu'on fréquentait avec mon compagnon. Donc c'est vrai que il y avait à la fois cette joie du voyage, je dirais pas cette insouciance, mais qui peut caractériser quand même cet émerveillement qui peut mm, caractériser les voyageurs. Et puis à la fois, comme je le disais, cette conscience sur ce que vivent d'autres personnes sur d'autres parties du globe, ce que nous on vit chez nous. Enfin voilà, donc forcément, le mental fait des comparaisons. Et puis, ben, sans m'en rendre compte, je pense aussi, je suis revenue à quelque chose de beaucoup plus jugeant sur ce que je pouvais vivre moi, à mon échelle, quoi. mm, Et avec le jugement, bah, reviennent aussi, voilà, les pensées qui sont plus des pensées de tristesse, d'injustice, de colère, des choses comme ça, quoi. Mais la joie fondamentale était toujours là, mais un peu voilée en fait par tout ça. mm, Donc j'ai vécu j'ai beaucoup entretenu ça parce que le voyage a fait que je suis restée dans ce milieu du voyage longtemps, à travers des livres que j'ai écrits, à travers des films qu'on a réalisés. Donc on a fait beaucoup de conférences, on était beaucoup en contact avec un public mm, qui venaient voir ce qu'on faisait, écouter ce qu'on faisait. Et à un moment donné, on s'était aussi un peu autoproclamé messager, quoi, hein, d'une mm, certaine façon, de ce qu'on mm, avait pu voir à l'étranger. On s'était beaucoup intéressé à la vie des peuples autochtones sur le continent américain, qu'on appelle les Amérindiens. On avait été en contact avec des, euh, des personnes qui vraiment au quotidien étaient en danger de mort, quoi, véritablement. Donc, on a été plongé dans des milieux qui n'étaient pas agréables, en fait, qui étaient très déstabilisants, qui faisaient ressurgir des peurs, des choses comme ça. mm, Donc, voilà, je sens que ça a un peu alourdi aussi mm, ma vie de jeune adulte. Euh, mais ça mettait beaucoup de joie de pouvoir partager tout ça, en fait, de pouvoir le vivre avec, à la fois avec mon compagnon, mais surtout de pouvoir en parler à des gens. Donc à cette époque-là, on a fait beaucoup de conférences aussi à l'étranger, pas seulement en France. Donc on a aussi beaucoup voyagé, mm, beaucoup bougé. Et cette vie un peu trépidante qu'on pouvait avoir, qui faisait rêver sûrement beaucoup, beaucoup de gens,
C'était aussi une vie qui, encore une fois, ben, beaucoup nous déconnectait de nous-mêmes dans le sens où pendant ce temps-là, on ne se préoccupait pas trop de ce qui se passait à l'intérieur, quoi. Mm, Et, mais je sentais aussi que pour moi, pas l'époque, qu'il y avait quelque chose en moi qui demandait à vivre toutes ces expériences-là, aller vraiment me confronter à l'extérieur, aller partager, diffuser. Voilà, pour pouvoir passer à autre chose en fait. Comme si c'était un bagage trop lourd pour moi et mm, en partageant tout ça, ben voilà, j'allégeais pour pouvoir passer à autre chose. Donc voilà, j'ai éprouvé un mélange d'émotions à ce moment-là. Je pense que j'ai été plutôt dans la joie en général, mais que j'avais, comme je disais, ce sérieux qui revenait. Hein, et qui faisait que voilà, je me reconnectais des fois à des sensations que j'avais pu connaître dans mon enfance, mm. mais sans les angoisses, parce que effectivement ces angoisses-là voilà, ne me réatteignaient pas, en tout cas dans ce contexte. Et puis j'ai eu toute cette phase donc qui a caractérisé mon début de vie de jeune adulte, donc liée au voyage jusqu'à ce que bon, je me sépare de mon compagnon. Donc ça a duré quand même 11 ans, comme je te le disais. Et puis après, là, je suis partie, donc j'ai rencontré le père de ma fille, l'homme qui est devenu le père de ma fille, et je suis allée vivre au Pérou. Et, euh, et là, pour moi, ça a été voilà, un revirement de situation parce que j'avais choisi cette vie hein, d'aller vivre au Pérou. Mais alors là, ça m'a reconnecté avec absolument Ah, tout ce que j'avais mis sous le tapis. oups. Voilà, donc là, ça a été une telle d'émotion pendant 5 ans. Euh, pour plusieurs raisons. Je suppose, hein, bah, c'est a posteriori, j'ai Mm, analysé un petit peu les choses, mais voilà, le fait de partir de mon pays était forcément dans des circonstances un peu déstabilisantes quand on arrive dans un autre pays avec un autre fonctionnement, voilà. mm, Avec un compagnon qui voilà, était complètement différent de celui que j'avais connu avant, donc j'ai vraiment choisi l'extrême inverse. mm, Euh, mais tout en sachant que ces extrêmes se rejoignent hein, toujours, hein, c'est jamais anodin. Et donc j'avais eu quand même une vie de couple très paisible pendant 11 ans. C'est-à-dire que j'avais eu le sentiment d'avoir eu une vie où il n'y avait jamais eu un mot plus haut que l'autre, pas une dispute, voilà. Et puis là, ben, j'arrive avec dans une relation où en fait j'ai l'impression de voir mes parents, quoi ah, en train de se disputer, quoi. Et là, je me dis, ouf, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Voilà, il y a des choses qui ont été mises effectivement sous le tapis pendant un moment. Alors, je ne dis pas, hein, je ne juge pas ce qui a été fait, parce que ça m'a, à ce moment-là, permis aussi, moi, d'aller explorer d'autres aspects de moi-même, enfin, en tout cas, d'autres aspects des autres masques aussi que je pouvais avoir, mm, euh, pour toujours aller plus profondément en moi, véritablement, quoi. Donc là, c'était l'émotion. L'émotion, c'était la tristesse, la colère. Donc j'ai eu ma fille au Pérou, ce qui a fait aussi remonter énormément d'angoisse que que j'ai identifiée comme n'étant pas mienne, notamment la peur du manque, euh, la peur de mal faire, enfin bon, énormément de choses qui forcément exacerbaient aussi les mm, tensions entre mm, donc son papa et moi. Donc ça a été assez difficile et à l'époque mes ressources ça a été de me plonger à corps perdu dans le travail. mm, Euh, le père de ma fille étant lui-même très investi dans son activité professionnelle au point que ça en était devenu aussi un objet de conflit, enfin mm, un sujet de conflit. Et moi, bah, de mon côté, j'ai fait aussi un peu la même chose en me découvrant vraiment une passion pour la photographie. Alors, je dis passion parce que je vois pas trop de mots, mais c'est pas vraiment le terme en soi. Hein. C'était quelque chose qui m'intéressait beaucoup déjà la photographie à l'époque, quand j'étais avec mon précédent compagnon.
qui lui-même était photographe. Et là, je m'y suis vraiment plongée sérieusement. Je me suis formée seule, avec un ami sur place. Et puis après, j'ai fait beaucoup de travail seul sur le web. Donc, je passais énormément de temps sur mon ordinateur. Je m'étais un petit peu recroquevillée, je dirais, sur moi. Et mon, mon personnage social, je dirais, s'est un peu éteint à ce moment-là. Mm, D'une part parce que j'avais assez peu de véritables, disons, de relations euh, qui me semblaient véritables, quoi, dans le sens authentique. Puisqu'il y avait quand même toujours pour moi, cette barrière de la culture. Voilà, le fait d'être étrangère dans un pays où, voilà, il y a aussi pas mal de jugements qui peuvent être posés sur les étrangers, sur voilà, leur mode de vie, etc., fait que j'avais beaucoup moins de vraies relations, quoi. mm, Donc j'en ai eu quand même quelques-unes qui ont été aussi mes ressources sur place, mais ça l'était beaucoup moins. Et dans cette phase où je me suis vraiment plongée dans le travail, ben, encore une fois, ça a été pour moi une façon de pas sentir et de pas voir, quoi. mm. De me protéger aussi beaucoup. Voilà. Euh, et cette vie d'adulte, je dirais que dans ce contexte-là, c'est-à-dire un contexte quand même douloureux, elle s'est elle s'est un petit peu calmée sur la fin de mon séjour au Pérou, euh, où j'ai réussi à comprendre certains de mes fonctionnements Mm, qui avaient été mis en lumière par le père de ma fille dans notre quotidien, qui avait rendu notre quotidien assez difficile et qui m'interrogeait aussi moi depuis longtemps. Certaines façons de fonctionner qui lui semblaient pas normales en fait, pour mm, reprendre ces termes. C'est à ce moment-là aussi, vraiment sur la fin de notre relation, qui a duré 5 ans, où j'ai fini par comprendre certaines choses et où ça m'a beaucoup apaisée en fait, parce que là j'ai décidé vraiment entre guillemets de prendre le taureau par les cornes et d'aller vraiment à la rencontre de mon mental. mm, Voilà. Donc ça a marqué mon départ du Pérou, qui a été quand même très douloureux parce que je suis partie avec ma fille, je suis mm, revenue, elle avait 3 ans. Je suis revenue en France où j'avais la chance d'avoir une maison que j'avais acquis avant de partir. Et donc je suis revenue dans des conditions matérielles quand même qui m'ont permis d'avoir un lieu où vivre et où recommencer, mm, enfin repartir en fait, reprendre un nouveau départ comme on dit. mm, Et c'était le moment idéal pour moi de justement aller à la rencontre de ce mental parce que bah, je me retrouvais seule avec elle mm. et avec justement hein, ces angoisses, ces peurs du manque, ces angoisses que je pouvais avoir et qui m'accompagnaient évidemment. Alors, attends, ce Et, que je te propose, c'est que là, on est à moins d'une minute, je vais couper. Et donc, oui. tu fais un arrêt sur image et on reprendra là tout à l'heure.